Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre au sommaire de cette édition. En Côte d'Ivoire, la date des élections législatives approche. Le scrutin se tiendra dans 10 jours exactement. La veille de l'ouverture de la campagne, le président de la CEI, dans un communiqué, invitait ce jeudi les candidats et les électeurs au respect des règles du code électoral et à la préservation de la paix. Et à quelques minutes de l'ouverture des campagnes, Gabriel Zani révèle les méthodes utilisées par les candidats pour mobiliser les intentions des communautés. Du porte-à-porte au soutien des personnalités, les candidats n'ont négligé aucune stratégie. Le dossier de ce jeudi à voir dans ce journal. Et puis, dans moins de 24 heures, la Côte d'Ivoire recevra ses premières doses de vaccin anti-Covid-19. Cela grâce à l'initiative COVAX. On vous dit tout ce soir sur la prochaine campagne de vaccination contre le coronavirus. Bienvenue dans ce 23h. La campagne électorale pour les législatives 2021 s'ouvre dans moins d'une heure. Ce jeudi 25 février, le président de la commission électorale indépendante s'est adressé aux candidats et aux électeurs. Un message qui annonce l'ouverture officielle de la campagne dès ce vendredi à minuit. C'est aussi un appel à la préservation de la paix durant cette période qui précède l'élection des députés. Écoutons la déclaration du président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cuibière, recueillie par Michel Dicré. Ce vendredi 26 mars à 0h, 1266 listes de candidatures iront à la rencontre des électeurs pour la campagne électorale des législatives 2021. Le président de la commission électorale indépendante rappelle le cadre réglementaire de cette étape importante du processus électoral pour le renouvellement de l'hémicycle. La campagne électorale est le moment indiqué pour aller au-devant des électeurs dans les limites de vos circonscriptions respectives pour exposer librement la noble ambition que vous nourrissez pour les Ivoiriens. Et ce, selon les règles prescrites par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. Il s'agit de démontrer sans violence, sans invective et sans provocation aux électeurs vos aptitudes à les représenter valablement à l'Assemblée nationale. La commission électorale indépendante, à cet effet, a mis à la disposition de chacune et de chacun d'entre vous des affiches à votre effigie pour éclairer et déterminer l'électeur quant au choix de son candidat et des spécimens de bulletins de vote pour permettre à l'électeur de faire ce choix sans erreur. Koulibaly Cuibière s'est également adressé aux électeurs. Vous serez l'objet de tant de convoitises ces jours à venir. La commission électorale indépendante voudrait insister sur l'idée que la période de campagne électorale est un moment d'écoute et d'échange qui doit vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l'Assemblée nationale. C'est donc avec civisme et responsabilité que vous devriez accueillir les candidats qui voudront s'adresser à vous par tous les canaux de communication non proscrits par le Code électoral. Le président de la CEI rassure, les forces de défense et de sécurité veilleront au gré pour une campagne paisible. Koulibaly Cuibière insiste également sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19. La campagne s'achève le jeudi 4 mars à minuit. Et à quelques minutes de l'ouverture de la campagne pour ces législatives, voyons comment se sont préparés les candidats, qu'ils soient indépendants, issus de l'opposition ou du parti au pouvoir. Ils ont usé de toutes les stratégies pour mobiliser les intentions des communautés. On voit cela dans le dossier politique proposé ce soir par Gabriel Zani. Depuis des mois, les candidats à la députation ne dorment plus.
Ils font la navette entre les circonscriptions électorales, les activités économiques et les partenaires financiers. Histoire de renflouer leur caisse pour mieux préparer la campagne des législatives, Francine Sokori vient de rentrer d'une visite de terrain dans des localités. Je fais du porte-à-porte avec des communautés. La pré-campagne, il faut toujours être présent, il faut aller vers les populations pour dire que vous êtes candidat. Et, ma localité, c'est 4 circonscriptions. Entre le financement des équipes de campagne, la logistique et les sollicitations pour les candidats indépendants dépendant des économies et des apports de bonne volonté, la tâche n'est pas facile. C'est-à-dire nous nous battons, le financement, nous essayons, nous avons d'abord, moi déjà, j'ai déjà préparé depuis quelque temps une épargne pour pouvoir me défendre sur le terrain, mais je constate que c'est encore difficile. Pour Jean-Michel Amonkou, même bien préparé, il faut toujours un peu plus. Ce candidat mise sur les discours. Que lorsque vous êtes engagé en politique, que vous avez des ambitions, vous préparez ces ambitions depuis belle lurette. Je pense qu'à mon niveau, je me suis efforcé de me préparer. C'est vrai que je n'ai pas grand moyen, mais je pense que la plus grande force d'un candidat, de celui qui veut prétendre à, c'est d'avoir les populations. Et aujourd'hui, les populations ne sont pas du tout dupes. Elles connaissent plus ou moins les candidats qui sont proches d'elles. Une bonne organisation peut aussi aider. Séverin Koné, Oundassien Guibessongui est de retour à Abidjan après 4 semaines de tournée pour finaliser les gadgets de campagne et autres dons en nature. Je peux vous dire que le budget de campagne est comme un gouffre sans fond. Et nous avons mis les équipes de campagne dans les 2 communes qui sont dans notre circonscription. Et également dans les villages, nous avons également mis des équipes. Cela a un coût important. Sans faux fuyant, je peux vous dire qu'une campagne coûte au minimum 60 millions. Et cet argent, il faut le réunir, il faut l'avoir. Au Front populaire ivoirien, Pascal Afin-Guesson sillonne les régions du pays pour soutenir les candidats du parti. Comme c'est le cas ici au foyer des jeunes de Koumassi, il représente Christine Conan et Abané Yvonne Delampour aux communautés. Si le budget seul pouvait faire gagner ici, il nous faut au moins 1 milliard. Nous avons toutes les présidentes d'associations qui sont avec nous. Et c'est elles qui constituent le maillon essentiel de notre campagne. Pour le président du FPI, le jeu politique en vaut la chandelle. C'est la démocratie qui est en jeu, l'équilibre du pouvoir. Donc le Front populaire ivoirien doit prendre toute sa place. C'est pourquoi je sillonne toutes ces circonscriptions pour apporter mon soutien personnel à tous nos candidats. L'équilibre des pouvoirs à l'Assemblée nationale est en jeu. La plateforme de l'opposition Agir ensemble a fait bloc autour du FPI. Dans cette alliance, on y retrouve Agir, l'Alliance des générations ivoiriennes républicaines de Martial Aïpo et l'UDPCI d'Albert Mabry-Troicus. Avec les camarades du FPI et de la plateforme Arcassin, au total, je pense qu'on est autour de 90 candidatures pour notre plateforme des trois structures. Nous sommes avec COGEF et le FPI et Agir au niveau de 3 communes d'Abidjan. Nous sommes avec le FPI à Boaké. Tout ça fait que nous avons la trentaine de candidatures à défendre. Financer chacune des campagnes des candidats, assurer l'hébergement, le déplacement de près de 800 personnes pour être dans les bureaux de vote le jour du scrutin, tout ceci relève du miracle. C'est pourquoi les candidats ont été choisis en fonction de leur ancrage dans les localités. Le premier critère, c'était celui du charisme des candidats. Le deuxième critère, c'était leur ancrage au plan local, puisque l'élection législative fait appel aussi à des capacités de connexion avec la population locale. Et puis, bien entendu, le troisième point, c'est la vision que nous voulons faire passer au niveau des populations. Si l'opposition prépare son retour en force dans le jeu politique à l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir ne veut pas se laisser surprendre par les résultats au soir du 6 mars. 2 à 3 ans avant ces joutes électorales, les candidats retenus du RHDP étaient sur le terrain. Nous avons sur les 255 candidatures, 254 candidats du RHDP, dont nous couvrons l'ensemble des circonscriptions électorales. Ensuite, vous savez que depuis bientôt 2 ans, 3 ans, le RHDP est sur le terrain. Et cela a commencé peu avant les élections municipales du conseil régional. Donc la plupart des cadres et élus qui ont été choisis sont des responsables
donc dans les régions et sont depuis 2-3 ans sur le terrain. Un bon maillage territorial des animateurs locaux de base et des équipes de campagne mobilisées, la structuration du RHDP permet cette organisation. Nous avons un parti qui est très structuré et qui a une organisation donc à la base. Aujourd'hui, il s'agit pour ces animateurs locaux de continuer donc de faire ce qu'ils font. Nous avons eu un bon processus d'enrôlement qui nous a permis donc d'enrôler beaucoup de nos sympathisants, de les mobiliser autour de ce processus. Ensuite, je rappelle que le président de la Ouattara a été élu sur la base d'un programme et que les députés qui y aura à l'Assemblée nationale, en tout cas ceux qui sont du RHDP, ils vont pour accompagner le président dans la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. Pas de chiffres pour l'ensemble des opérations de propagande d'information du RHDP. Pas de chiffres non plus pour les campagnes des candidats ou fouettistes. Le parti opte donc pour les soutiens des ténors aux candidats. En plus des moyens qui ont été donnés par le parti, je vais donner un soutien additionnel à chacun des candidats pour leur permettre justement de renforcer leurs moyens de proximité avec les parents, avec la population. Au RHDP aussi, on est loin des campagnes à l'américaine. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les législatives, les 1511 candidats et leurs équipes de campagne sont sur les routes des 205 circonscriptions électorales. Ils devront les parcourir à nouveau pour espérer obtenir des sièges sur les 255 contre l'hémicycle. L'heure est donc à la course pour rallier les électeurs encore indécis. Voilà la période des pré-campagnes, la préparation des candidats à l'élection des législatives, une période scrutée par Gabriel Zani. Et durant cette période électorale et même après, nous avons le devoir de préserver la cohésion sociale. Et pour y veiller, un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage a été ouvert à Adzopé. C'est la maison des chefs. Elle a été ainsi identifiée. C'est un instrument au service de la préservation et de la gestion pacifique des conflits. Nous en parlons avec Issa Yeo. Une maison des chefs pour les têtes couronnées d'Adzopé. Un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage. C'est le don du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à travers son programme national de la cohésion sociale à la chefferie d'Adzopé. La maison des chefs qui doit profiter sans exception à toute la communauté est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Elle comprend 4 bâtiments consacrés respectivement à la médiation et à l'arbitrage, à l'administration, au réfectoire et au logement de la chefferie. Le financement de la maison des chefs d'Adzopé et du foyer polyvalent d'Aféry, y compris les équipements, sont estimés à 100 millions de francs CFA, entièrement financés par le Programme national de cohésion sociale. Cette maison servira à résoudre les conflits fonciers et assurer la cohésion entre les populations de la région. Un défi que les chefs traditionnels d'Adzopé sont prêts à relever. C'est une immense joie qui, en effet, nous anime à l'occasion de cette cérémonie de remise de clés. Nous vous promotons, Madame la ministre et Monsieur le ministre d'État, d'en prendre grand soin, de la valoriser et de l'utiliser en bon escient pour une réelle promotion de la cohésion sociale. Le rôle des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire est d'une importance capitale pour le président de la République, Alassane Ouattara. C'est pourquoi le ministre d'État, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, les invite à jouer leur partition dans la cohésion sociale. Leur rôle est majeur car ils sont le premier contact des populations. Avant même les sous-préfets, avant même les gendarmes, avant même les policiers, avant donc les autorités représentant l'État, c'est eux qui, à l'intérieur du village, ont l'obligation de maintenir la paix et la cohésion sociale. Après l'inauguration de la maison des chefs, la ministre Mariatou Kone a procédé à la pose de la première pierre du hangar des chefs.
Les communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire soutiennent la réconciliation nationale. Les ressortissants de la CEDEAO se sont ainsi engagés à contribuer à la réussite de la mission du ministre Kouadio Konombertin, Didier Nguessa. La communauté CEDEAO est heureuse de la création d'un ministère en charge de la réconciliation en Côte d'Ivoire au regard des conflits qui ont marqué les différentes élections dans le pays. Mieux, la communauté CEDEAO s'engage à soutenir le ministre Kouadio Konombertin dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens, car il y va de l'intérêt de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Je pense que le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il faut le féliciter, il faut l'encourager et il faut l'accompagner. La tâche est difficile. Nous parlons aux hommes parce que c'est des êtres humains. Chacun des membres de la communauté a été mis en mission par le ministre Kouadio Konombertin. Ils sont désormais ambassadeurs de la paix et porteurs de cette mission de réconciliation nationale. Engagement apprécié à juste titre par le ministre de la Réconciliation nationale. Nous sommes condamnés à vivre ensemble dans un même pays. Ce pays-là, ensemble, nous devons le construire, nous devons le bâtir. On ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire tant qu'on n'a pas reconstruit la paix et l'unité nationale. Donc je sais pouvoir compter sur eux. Je leur ai signifié et m'ont aussi indiqué pour que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Le ministre exhorte les pays voisins à ne pas servir de base arrière pour une quelconque déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation nationale a expliqué sa démarche consistant dans un premier temps à écouter toutes les couches socio-professionnelles pour établir un diagnostic vrai avant de trouver des solutions adéquates. Il y a du nouveau dans la commune d'Atekoubé. Un centre de santé urbain a été ouvert au public ce jeudi. C'est un don du conseil municipal dont nous parle Grace Kando. Les femmes étaient malades, on se déplaçait, on partait jusqu'à Bobodoumé, à Lokodjuro. Il faut dire que ce n'était pas évident, ce n'était pas du tout, pour se faire soigner. Ce n'était pas du tout facile. Aujourd'hui, par la grâce du président de la République et de notre ministre, M. Dao Polenko, nous avons aujourd'hui pu inaugurer notre centre de santé et vraiment ça nous fait plaisir. Fini donc les difficultés des populations des 10 000 habitants d'Atekoubé 3 en matière d'infrastructures sanitaires. Elles bénéficient désormais d'un centre de santé urbain composé de 4 services, maternité, laboratoire, dispensaire et pharmacie. Selon le premier magistrat de la commune d'Atekoubé, par ailleurs ministre des Sports, ce centre de santé vise à rapprocher les populations des services de santé. Construit par le conseil municipal d'Atekoubé et équipé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette cérémonie d'inauguration est l'occasion pour le ministre Aka Awele de revenir sur les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de la santé, notamment la politique de gratuité ciblée en faveur de la femme enceinte et de l'enfant âgé de moins de 5 ans, et ce, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Le vote de la loi instituant la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, la réforme de la pharmacie de la santé NPSP pour améliorer la disponibilité des médicaments. À ces réformes s'ajoutent d'énormes investissements dans la construction d'infrastructures sanitaires d'un volume de plus de 830 milliards de francs CFA, décidé par son Excellence le Président de la République. Avec ce nouveau centre de santé urbain, la commune d'Atekoubé compte désormais 8 centres de santé. Voilà, des centres de santé plus proches des populations. À présent, voyons le point de la situation sanitaire dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 52 nouveaux cas de Covid-19 répertoriés. À ce point, le ministère de la Santé ajoute 91 nouvelles guérisons et un cas décédé. Ce 25 février 2021, la Côte d'Ivoire compte 32 347 cas confirmés, 31 315 personnes guéries et 189 personnes décédées. Attention, la baisse du nombre de cas Covid recensés ne signifie pas la fin de la pandémie. Les mesures anti-Covid restent en vigueur.
Face à ce mal, les vaccins sont une nouvelle arme essentielle dans la lutte, en tout cas, contre la Covid-19. Après le Sénégal et le Ghana, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire entamera une campagne de vaccination. Dans moins de 24 heures, 504 000 doses de vaccins sont attendues à Abidjan. Des premières doses de vaccins très attendues qui sont octroyées à notre pays dans le cadre du système COVAX. Alors, quand débutera la vaccination? Comment sera organisée cette campagne? Et qui en est la cible? Les réponses dans cet élément de Salima Toudia. La denrée encore rare et produite par peu de sociétés pharmaceutiques sera dans quelques heures en territoire ivoirien. C'est le vaccin anti-Covid-19. La Côte d'Ivoire a réussi, grâce à l'initiative COVAX, à tirer son épingle du jeu avec la réception ce vendredi de 504 000 doses de vaccins. C'est environ 25% des 2 040 000 doses de vaccins que le dispositif COVAX devrait être en mesure de fournir au pays pour le premier semestre 2021. Mais le défi majeur des campagnes de vaccination pour les pays africains est celui d'assurer les conditions de conservation des doses. On ne nous livrera pas ce vaccin si nous n'avons pas la preuve que nous pouvons garantir une bonne conservation. Mais sur ce sujet, la Côte d'Ivoire a une position très avant-gardiste. Nous avons la direction du programme élargi de vaccination qui est parfaitement outillée, qui est d'ailleurs certifié ISO pour sa bonne maîtrise de la conservation. La chance que nous avons, c'est d'avoir un vaccin qui se conserve à la température habituelle de conservation des vaccins, notamment entre plus 2 et plus 8 degrés. Et donc, nous avons les équipements nécessaires, notamment les chambres froides pour conserver ce vaccin au niveau central et même au niveau régional. Et les réfrigérateurs que nous avons aussi, les districts sanitaires et dans les centres de santé, peuvent servir aussi à la conservation de ce vaccin. Le coût de la chaîne de froid a été assuré par l'État pour faciliter le transport et le respect de la chaîne de froid pour des milliers de doses. La vaccination n'est pas obligatoire, mais reste nécessaire pour vaincre le virus. Elle est essentielle et elle est utile. Nous sommes convaincus que ce n'est pas la vaccination de nos populations que nous allons pouvoir réduire la transmission du virus en Côte d'Ivoire. Le vaccin qui est attendu, c'est le vaccin AstraZeneca. Donc c'est un vaccin qui a été homologué par l'OMS et qui est fourni par l'initiative COVAX. Donc ce sont ces deux vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence, notamment de l'OMS et aussi par la Côte d'Ivoire parce que l'autorité de régulation de la Côte d'Ivoire a donné son autorisation. Un plan stratégique de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été élaboré entre le ministère de tutelle, l'unité de coordination des projets santé Banque mondiale et les partenaires. Pour cette première phase, 3 cibles sont à vacciner: le personnel de santé, les forces de sécurité et le corps enseignant. Nous allons recevoir 504 000 doses et donc comme il faut 2 doses par individu, donc il faut le diviser par 2, à peu près 252 000 personnes que nous attendons pour le premier passage. La campagne de vaccination est prévue pour le 15 mars prochain et s'étendra sur 10 jours. Zone géographique prioritaire, Abidjan, l'épicentre de la maladie. Où se fera-t-on vacciner? Les sites de prélèvement de Covid-19 ou encore l'Institut national d'hygiène publique devront faire partie des différents lieux de vaccination identifiés et qui seront rendus publics. Le dispositif COVAX, qui vise à fournir aux pays à faible revenu leur première dose de vaccin anti-Covid, prévoit de fournir près de 2 milliards de doses cette année, même si les pays riches sont accusés d'entraver le dispositif en commandant de nouvelles doses. Le monde entier se bat pour obtenir des vaccins anti-Covid-19. Voilà, et on retient que dès le 15 mars prochain, 252 000 personnes en Côte d'Ivoire se feront vacciner au cours de cette première campagne de vaccination contre la Covid-19. L'action gouvernementale pour l'épanouissement des startups, un fonds spécial de 500 millions de francs CFA est mis à disposition des entrepreneurs par le gouvernement ivoirien. Une enveloppe budgétaire destinée à les aider à émerger et à accélérer leur croissance. C'est une initiative d'accompagnement présentée à l'occasion du lancement officiel des activités de Côte d'Ivoire Innovation 20, un collège d'entreprises technologiques et innovantes réunies sous une forme associative. Des précisions dans ce élément de chaque connaît. Ils sont jeunes, ils débordent aussi bien d'énergie que d'idées innovantes. Mais dans leur parcours entrepreneurial, très peu de startups rencontrent le succès. La raison, le manque de financement et d'encadrement, une difficulté qui vient enfin de trouver une issue.
J'instruis les services de mon département ministériel à l'effet de la mise en place d'un fonds spécial pour vos startups. Et ce fonds va s'élever dans un premier temps à 500 millions donc, de francs CFA. Donc, sur les 2 millions, j'ai bien noté qu'il y a 2,3 millions d'euros que vous cherchez à mobiliser. Donc le département du ministère de la Jeunesse va mobiliser 750 000 euros comme fonds de départ. Justifiant cette dotation, Mamadou Touré a indiqué que le gouvernement est résolument engagé à faire éclore les champions nationaux. Une ambition qui cadre selon lui avec l'initiative Côte d'Ivoire Innovation 20, un collège de 20 startups technologiques réunis sous forme associative. Nous pouvons faire des choses en Côte d'Ivoire par des jeunes Ivoiriens et il faut commencer par ceux-là. Et de cette génération va naître plusieurs champions nationaux. Donc notre objectif avec le CI20 programme aujourd'hui, c'est de propulser 100 jeunes champions nationaux d'ici les prochaines 5 années. Invité spécial à cette rencontre, le ministre sénégalais en charge de l'entrepreneuriat des jeunes a partagé son expérience. Pour Papa Amadou Sarr, les startups de la zone communautaire doivent être accompagnées. Si vous regardez aujourd'hui, l'économie mondiale est dominée par les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Et aujourd'hui, la plupart de ces entreprises ont commencé petit, dans des garages, avec moins de 1 000 $. Et c'est ce que nous voulons, que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'UEMOA de façon globale, accompagnent les startups et les PME à devenir les futurs champions de l'Union. Les deux ministres ivoiriens et sénégalais ont annoncé une synergie d'action pour dynamiser l'écosystème des startups. Notons que plusieurs personnalités ont pris part à ce lancement, au nombre desquelles la secrétaire d'État, Miss Belmondo Dogo. Dans l'enseignement supérieur, l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa renforce ses infrastructures pour l'épanouissement de ses étudiants. Un nouveau restaurant cuisine a été ouvert au centre régional des œuvres universitaires de Daloa, un restaurant comportant 450 places où près de 4000 repas pourront être servis par jour aux étudiants, aux enseignants ainsi qu'au personnel administratif de cette université où sont formés près de 5000 étudiants. Sephora Zegui. L'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa a désormais une cuisine moderne et un restaurant capable de servir environ 4000 plats par jour, un soulagement pour les étudiants. L'ancien restaurant n'était pas vraiment pratique, donc on était obligé, certains étudiants étaient obligés d'aller dehors pour pouvoir manger. C'est vraiment une joie pour nous, parce que le nouveau restaurant est vraiment accessible et l'hygiène aussi y est. Abiba Tidou Sanogo, la présidente, après avoir exprimé sa gratitude au gouvernement, fait un plaidoyer. Nous souhaitons que le programme fait par l'État sur l'extension de l'université et la construction de la présidence, de la vice-présidente et de manière très urgente et imminente de la scolarité centrale puisse se poursuivre. La construction de cette cuisine qui comporte une salle de plonge, une zone de cuisson, plusieurs zones de préparation et un stockage externe de gaz butane d'une capacité de 30 000 litres fait partie du programme d'extension de cette université, selon Adama Diawara. Pour 5 900 étudiants, je pense que l'État a fait beaucoup d'efforts et il faut reconnaître que cet ensemble cuisine et restaurant fait partie d'un vaste programme d'extension des universités de Daloa et de Korogo, entrepris par le président de la République depuis son accession au pouvoir en 2011. Tout ce que nous venons d'inaugurer aujourd'hui, c'est fait sur les fonds de l'État. Le nouveau restaurant de cette université compte 3 salles à manger de 150 places chacune, une salle de vaisselle et 6 chambres froides. Voyons la politique de développement du système scolaire à Toumoudi. Dans cette ville, diverses initiatives ont été prises pour soutenir l'école. Et récemment, 3 salles de classe équipées et 3 logements de maîtres ont été construits par des cadres et des opérateurs économiques. Les images de Kader Sogodogo. Nouvelle salle de classe, 3 logements de maîtres, des toilettes modernes, une bibliothèque et la réhabilitation des autres salles de classe. Une école primaire complète. C'est un don d'une unité de production de bananes douces basée à Laourebo, village du département de Toumoudi. L'objectif de toute action humaine est de servir l'homme, de servir la communauté. Être utile à la communauté est pour Banassi un impératif, d'où notre joie d'investir dans l'éducation des enfants de Laourebo, village qui nous a permis d'installer la plantation. À Kwebo, la solidarité des cadres du département de Toumoudi vient régler le déficit en table-banc du collège moderne de la localité. C'est une bouffée d'oxygène que vous nous apportez.
car l'établissement compte aujourd'hui près de 1000 élèves. Les efforts pour le bien-être des populations vont continuer. L'assurance a été donnée par les cadres de Toumoudi. Des talents ivoiriens de l'humour sont promus par le groupe RTI. Ils se produisent sur la scène de Bonjour. La caravane de ce programme a été dans les régions et a marqué un arrêt à Guiglo. La bonne humeur était au rendez-vous, selon ce compte-rendu de Pargasse Reconnaît. Chants et danses à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes ni à un concert, ni à un spectacle d'artistes musiciens de la région, mais bien à Bonjour Tour 2021, émission humoristique à succès de la RTI. En fonction du cri, on peut savoir combien quelqu'un a fait le bac. Ce qu'on fait 4 fois. Et dès qu'on dit le nom, on ne peut plus écouter les résultats des autres. Dès qu'on dit son nom, il faut le voir. Ouais, le maudit là, ah, c'est moi, il n'y a pas l'homme. Ouais, bon maudit encore. Ça lui fait mal, il était en terminale à bac plus 4. Madame la ministre a dit, vous avez tout. Et c'est pour ça que le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci. Voir ces humoristes sur scène à Guiglo, un véritable soulagement pour le public qui ne cache pas son allégresse. Est-ce qu'on peut applaudir pour grimper? C'est un plaisir vraiment, c'était pas évident. J'ai été satisfait, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vraiment de grands talents. Donc on encourage pour qu'ils puissent progresser dans ce qu'ils font. La marraine, la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavalier, s'est réjouie, elle, de la mobilisation exceptionnelle de la population. Après les villes de l'Ouest, Biankouma, Mans, Toulepleu et Guiglo, équipe de production et humoristes, les jours à venir, mettront le cap sur d'autres villes de l'intérieur du pays. À présent, l'actualité hors de chez nous. Le Niger fait face à des troubles post-électoraux, des actes de violence pour contester la victoire de Mohamed Bazoum au deuxième tour de l'élection présidentielle. 2 personnes sont mortes lors de ces troubles. Des dégâts, des destructions d'infrastructures de biens publics et privés sont dénombrés. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 468 personnes depuis mardi, y compris de certains hommes politiques. Le principal opposant nigérien Amadou Hama, qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle à cause d'une condamnation en justice, est accusé par le pouvoir d'être à l'origine de ces troubles. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h demain Herman Guivet. Bonne suite des programmes sur RTI1.